Merci d'être là aujourd'hui. pour cette première. Merci à toi. Merci. cette première- Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format avec un invité un peu particulier. Pour la majorité des golfeurs et golfeuses, c'est un profil que vous connaissez, une tête que vous connaissez. Pour les autres, on va présenter la personne avec un format donc d'une bonne vingtaine de questions, potentiellement une trentaine si on pousse un peu plus. Seb, est-ce que tu peux te présenter avec nom, prénom, âge et profession s'il te plaît? Ah ouais, on est à la sécu là en fait. Oui, carrément. Écoute, Sébastien Gros, j'ai 35 ans, je suis lyonnais, je suis golfeur professionnel depuis fin 2011. Ok. Tu vois, peut-être qu'ils nous regardent qui n'étaient pas nés, tu vois, quand je suis passé pro. 2011, ça peut. 2011, ça peut. On est d'accord. Est-ce que tu peux me donner les 3 mots qui te viennent en tête pour caractériser le golf? Waouh, les 3 mots qui me viennent en tac au tac, je dirais nature, passion, copain. Ton club préféré à l'heure actuelle? Je dirais le putter. Ok. Je dirais le putter. C'est le but du jeu en plus, tu vois, Tout à c'est fait. mettre la balle dans le trou, c'est souvent avec le putter quand même. Tout à fait. Ton meilleur souvenir en tournoi ou sur un parcours? Je dirais ma première semaine de tournoi sur le Tour européen, ça remonte un peu, c'était en fin 2015, là où j'étais en dernière partie, donc ça veut dire que j'étais dans les 2 premiers après 3 jours. Et je jouais avec un vainqueur de majeur sud-africain qui s'appelle Charles Schwartzel. C'était mon premier tournoi sur le Tour, j'ai égalisé le record du parcours la veille, donc une pression énorme, une expérience incroyable. J'avais mis 20 mètres au dernier pour faire 4e tout seul, sur une journée qui avait été émotionnellement hyper compliquée. Donc ouais, je dirais que ça a été un des moments les plus forts. C'est le premier en tout cas qui me soit venu. J'en ai d'autres qui me sont venus après, mais c'est le premier qui est sorti. Parfait. Ton pire souvenir en tournoi ou sur un parcours? Ton pire souvenir, il s'actualise souvent. C'est possible. T'es toujours pas très loin de ta pire journée. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? J'ai joué blessé en grosse période de doute il y a quelques années à Crans-Montana. Pareil sur le Tour européen, là où j'avais une très grosse contracture dans le bras et j'avais décidé de jouer quand même. Et ça avait été un calvaire pendant 18 trous. En plus, j'avais un de mes meilleurs amis qui était là, j'avais ma sœur qui était là. Donc faire ça devant eux dans un endroit aussi exceptionnel et de pourrir la journée de tout le monde presque en jouant horrible, franchement ça n'avait pas été drôle du tout. Ok. Tu vois, je pensais que tu avais parlé du 80 de cette année. Ah non, mais ça... Tu as dit qu'il était une mauvaise... mauvaise passe. Mais non, parce qu'en plus il a été rendu incroyable par le score du 2e jour. Ça, on est bien d'accord. Donc presque heureusement que j'ai raté le petit putt pour 80, vu ce qui s'est passé après le lendemain, parce que du coup ça a fait une histoire rigolote. On est bien d'accord. Ça fait un peu le tour du monde en vrai. Ouais, c'était rigolo. C'était vraiment dingue. Est-ce que tu as souvenir de ton plus long drive enregistré? Ouais, mais c'était en Afrique du Sud. Donc, c'était à côté de Johannesburg, donc 1500 mètres d'altitude. La balle vole beaucoup plus en altitude, aussi quand il fait plus chaud. Et elle devait pas être très loin des 400 mètres. Mais déjà, il y a 15% de prix par l'altitude. Il y avait de l'air avec. Donc pour les non-golfeurs ou les moins golfeurs, c'est quand le vent souffle dans le dos. Donc la balle, elle est poussée. Donc voilà, ça doit être à peu près par là, ouais, pas loin de 400. Quelle stat suis-tu le plus? La stat que je kiffe, mais même si je la suis pas beaucoup, ce qui s'appelle le bounce back. C'est après un trou que tu joues au-dessus du par, ta capacité à faire birdie sur le trou tout de suite après. Ok. Donc ça c'est le bounce back, donc en français ça serait le rebond. Et en l'occurrence le numéro 1 mondial, Scotty Scheffler, est de très loin le meilleur à ça. Ok. Pourtant Comment Dieu tu sait. le calcules? C'est juste en fait à chaque fois que tu fais un bogey, qu'est-ce qu'il y a après? Ok. Donc ça va être le pourcentage de... Je crois que Scotty Scheffler doit être à 25% de bounce back. Donc 25% du temps après un bogey et faire un birdie. Pas Ou mal. mieux. C'est pas mal. Donc pas mal. Et ta stat à toi, c'est quoi? Je l'ai pas, mais j'aime bien dès que je le fais sur le parcours, Ouais. j'aime bien me dire, tiens, ça c'est un bounce back. Ok. En pré-tournoi, à quoi ressemble une semaine d'entraînement complète? Elle va dépendre de la météo, elle va dépendre de si je viens de faire une série de 3, 4, 5 tournois ou pas. Parce que du coup, si je viens de faire 3, 4, 5 tournois, je vais surtout essayer de récupérer. Donc je vais être beaucoup chez moi. Quand je vais venir m'entraîner, ça va être beaucoup faire du petit jeu, de ne pas trop en demander au corps pour essayer de refaire du jus. Ça va être d'aller à la salle, de courir, de vraiment remettre le corps en état. Ok. Parce que 3-4 semaines de tournoi, ça prend beaucoup d'énergie, on perd tous du poids dans ces moments-là, ou pour d'autres métabolismes, ils en prennent, parce qu'on bouffe moins bien quand on est en tournoi, parce que c'est pas tout le temps facile de bien s'alimenter selon les pays. Pour nos amis anglo-saxons, hein, c'est un petit clin d'œil. Ça, on pourra leur dire. Non, c'est une petite blague, ouais. Et sinon, si je suis pas dans des séries de tournois, je vais beaucoup m'entraîner. Moi, je me suis toujours formé en m'entraînant beaucoup, même si
Après 20 ans de golf quasiment tous les jours, le corps il commence à souffrir un peu. De grosses journées d'entraînement, mais sinon il va y avoir beaucoup de temps dans toutes les zones d'entraînement qu'il peut y avoir, donc le putting green, le chipping green, le practice et le parcours. Ok. Est-ce que tu as un mentor ou une rencontre qui a tout changé pour toi? Ouais, c'est en l'occurrence encore mon coach. C'est Benoît Telleria qui lui a joué le Tour européen il y a encore un peu plus longtemps que moi. Et qui a été un peu une des premières personnes en dehors de mon cercle connu qui a vu quelque chose en moi et qui a vraiment, j'ai senti la volonté de vouloir m'aider parce qu'il avait vu des choses en moi que même moi j'avais pas vues. C'est beau. C'est un peu lui qui m'a encore un peu plus fait croire en moi à ce moment-là, quand j'étais plus jeune, parce qu'on s'est rencontrés en 2012, je crois. Ok. Et depuis, du coup, on bosse ensemble depuis avril 2013 avec juste une pause de 1 an et demi, 2 ans, aux alentours de 2018 à peu près, qui à ce jour, même si je reviens pas sur les choix que j'ai pu faire, mais qui à ce jour, selon moi, était une belle connerie d'arrêter de travailler avec lui parce que c'est un de mes plus gros piliers de vie. C'est bien de s'en rendre compte. Ouais, mais on fait tous des erreurs, comme je disais hier après avoir lu ça dans un bouquin, j'ai adoré. C'est la pire des erreurs, c'est de ne pas vouloir en faire. Pas mal, hein? Ouais, pas mal. Mais t'aimes bien les citations, toi? Ouais, j'aime bien. Ouais, Celle dont je me souviens. Bien sûr, c'est le plus important. Comment est-ce que tu gères la pression sur les derniers trous d'un tournoi important? En essayant de se rattacher aux choses que tu sais faire, aux choses que tu contrôles. Le résultat, tu ne le contrôles pas. Là où ta balle elle va finir, tu ne le contrôles pas. Par contre, tu contrôles ta respiration, tu peux contrôler ta manière de penser. Enfin, contrôler, j'aime pas trop ce mot. Mais tu peux essayer de faire un scan de ton corps, un scan de ton cerveau, de savoir dans quel état émotionnel tu es, savoir dans quel état tu te sens. Et après, tu as différents types de pression. Je pense que la pression de gagner un tournoi, elle n'est pas si dure. Parce que si tu arrives à être pragmatique, si tu as la pression de gagner le tournoi, ça veut dire que tu joues ton meilleur golf. Donc que tu peux avoir confiance en toi. Par contre, la pression de faire un cut quand tu en as vraiment besoin, pour ceux qui ne savent pas, sur les tournois professionnels, ça se joue en plusieurs tours. Et en fait, il y a une sélection après 2 jours pour jouer les 2 derniers jours. Les 2 derniers jours, c'est là où on marque des points, c'est là où on est payé. Et tous ceux qui ont raté le cut, à la maison, et avec 0 €, rien, pas de points. Donc c'est des semaines déficitaires financièrement et compagnie. Et je trouve que la pression de faire le cut, c'est que tu joues moyennement ou tu as juste eu un mauvais passage dans tes 2 premiers jours, ou juste eu quelques bons passages alors que tu joues pas très bien. Donc tu peux avoir une pression qui est différente. Là, tu sais pas trop quoi, de temps en temps, tu sais pas trop quoi faire, tu es un peu paumé. Donc ça va être de toujours essayer de ce que nous on appelle les routines de jeu, la vitesse à laquelle tu marches, la manière dont tu respires. Et en fait de te reconnecter qu'à des choses que tu sais faire et que tu as fait à l'entraînement et te rattacher à ça justement dans ces moments-là pour que ton corps il soit dans un environnement connu. Ok, c'est clair. C'est bien parce que même moi j'apprends plein de choses. C'est parfait. Mais t'inquiète, ça me fait des pires rappels aussi. Mais bien sûr, évidemment. Tu as parlé de Benoît juste avant et on sait que tu as eu aussi une belle carrière amateur avant de passer pro. À partir de quel moment est-ce que tu as compris que tu pouvais vivre du golf? Tu le comprends que quand tu commences à toucher de l'argent qui te permet de vivre. La seule chose, c'est qu'il y a beaucoup de gamins dans mon profil qui, à 14-15 ans, tu vois la télé. Moi, il y avait Tiger qui était quand j'étais gamin, j'ai commencé le golf en 99 et Tiger a commencé à tout pulvériser à partir de 99 à peu près. En tout cas, à faire des années records. On était tous comme des oufs devant la télé, devant Tiger, et puis tu te dis, faire ça comme métier, c'est quand même dément. Donc en fait, tu as ce côté un peu comme lui. En plus, là, à la Tour de Salvani, quand on était gamin, il y avait un bon groupe de jeunes qui adoraient le golf et qui d'abord, on se retrouvait entre copains. Et puis ensuite, on s'est retrouvés entre copains pour le golf, tu vois. Et donc, du coup, on jouait ensemble en équipe. Et dans ce groupe, il y a, je crois que dans notre un peu promo d'école de golf, on est peut-être 6 ou 7, peut-être même plus à être professionnels. Il y en a peut-être 6 ou 7 qui sont enseignants et 2 ou 3 qui ont joué sur les circuits, dont Clément Sordet qui joue le Tour européen. Tu sens qu'il y avait une émulation à ce moment-là qui était fabuleuse. C'est vrai que vous avez une belle génération, vous, pour le coup. Ouais. Avec l'école de golf. Mais parce qu'on était amoureux du golf, on avait des enseignants qui nous donnaient envie de jouer au golf. C'est vrai. Parce qu'ils n'étaient pas là depuis très longtemps, donc ils étaient encore aussi très motivés pour l'école de golf. Et puis on était tout un groupe de copains, on a un peu tous commencé ensemble, on s'est retrouvés d'abord pour jouer entre copains, ce qui je pense est hyper important. Donc c'était, même qu'on aime ou pas le golf, en fait on venait pour les copains. Et au bout d'un moment on s'est pris au jeu et on voulait vraiment bien jouer au golf.
Et après, vers 14-15 ans, tu as tous tes potes qui jouent au golf, tu commences à être pas trop maladroit, t'as qu'une envie, c'est jouer au golf tout le temps en fait. Tout le temps. Je me souviens que tu m'avais dit une chose qui m'avait un peu frappé, mais pour un amateur, on en oublie un peu souvent l'essence même de ce jeu. Mais justement, c'est que c'est qu'un jeu. Mais même à niveau professionnel, je dois me le rappeler très souvent. De dire, Seb, c'est pas un métier, c'est un jeu. Tu vois, t'es pas un golfeur professionnel, t'es un golfeur. Ce qui te fait marrer, c'est de mettre la balle dans le trou. Tu vois, ou de passer un bon moment, pour tout ce que ça véhicule, c'est un des rares sports, même s'il y en a qui veulent pas entendre que c'est un sport, mais c'est un des rares jeux justement là où tu peux faire ça. Tu voudrais qu'on le coupe? Non, bien sûr que non, au contraire. Ah non, ça on regarde. On garde, bien sûr. Moi ce que j'aime bien, c'est que le golf, t'en fais ce que tu veux. Si tu veux que ça soit un loisir, c'est un loisir. Si tu veux que ça soit une balade, t'en fais une balade. Et si tu veux que ça soit un sport, t'en fais un sport. Donc ouais, celui qui veut pas voir ça comme un sport, il a raison. Et celui qui veut voir ça comme un sport, il a raison aussi en fait. Donc je me suis un peu paumé dans ma réponse, mais en tout cas voilà ce qui te fait revenir au golf. Parce qu'après, quand tu deviens un mordu du truc, t'en peux plus. Je suis sûr qu'il y a des mariages qui ont fini à cause du golf. Hein. C'est malheureux, mais c'est possible. Alors que c'était un jeu, c'est vrai. À la base. Ok, on change un peu de thème. Ton exo favori pour progresser au putting? Mettre la balle dans le trou avec une balle et faire 5 trous, 9 trous, 10 trous, 18 trous que tu t'imposes complètement random, complètement aléatoire. Et avec une full routine. Full routine, tu lis la pente, tu fais exactement comme sur le parcours parce qu'il faut habituer ton corps à se préparer pour le parcours. Et que c'est comme, pour moi, la manière dont les amateurs s'entraînent au golf, c'est exactement comme si tu passais ta vie à t'entraîner au tennis contre un mur. Nous, au golf, on s'entraîne sur, en général, des tapis avec des balles jaunes en enchaînant les coups sans regarder une cible. Exact. Il y en a plein qui ne savent pas où ils jouent. Ensuite, au putting, ils prennent 3 balles. Pourquoi ils prennent 3 balles? Parce que dans une boîte de balles, il y a 3 balles. Si historiquement, il y avait 4 balles, c'est sûr qu'ils prendraient 4 balles. C'est une habitude. Mais ton cerveau, tu l'habitues à faire un peu à gauche la première, hop, un peu à droite la deuxième, hop, un peu à droite la troisième. Tu as appris à ton cerveau à s'adapter à 2 échecs. Mais tu lui as pas appris à mettre la balle dans le trou en un coup. Exact. Et au golf, tu as un coup. C'est pas comme au tennis, tu as une deuxième balle, tu en ressors, hop. Tu as un coup. T'as pas de service, quoi. Non, c'est ça qui est très très dur à ce jeu. C'est que tu as tous tes coups qui vont compter. Tu n'as pas un petit joker, allez, vas-y, s'il te plaît, vas-y, je la remets. Non, en compétition, ça n'existe pas. Donc du coup, pour moi, l'exercice le plus simple au putting, c'est de faire un parcours en fait, de faire des distances, voilà, et puis de faire des putts avec une pleine routine. C'est là où tu vas progresser. Je lis mal la pente, parce qu'avec 3 balles, c'est facile de bien lire la pente. Ouais, d'accord. Avec une balle, c'est plus compliqué. C'est bien, tu m'as fait penser à une question à laquelle j'avais pas encore pensé du coup. Si tu devais avoir une mulligan dans ta carrière. Alors là, je pense que j'aurais jamais répondu ça sans voir cette interview de Tiger il y a longtemps. Vas-y. Donc je vais prendre la réponse de Tiger, donc elle n'est pas de moi. Mais je vais pas prendre de mulligan parce que c'est toutes les erreurs que tu fais qui te forment. Donc si tu prends un mulligan à tel endroit, est-ce que la suite aurait été la même? T'en sais rien. Et ce qui est drôle, c'est que tous les joueurs répondent à un coup auquel ils pensent. Et le jour là où j'avais entendu cette réponse de Tiger, je m'étais dit celle-là, je la prends parce que je trouve que c'est une philosophie de vie fabuleuse. C'est tes erreurs, elles font aussi quitter en fait. Donc nous, vu qu'on est sans cesse mis face à des erreurs et face à l'adversité, franchement, je trouve que c'est une belle réponse pour un golfeur. Okay. Et puis une bonne philosophie de vie. Est-ce que tu as déjà été dans la zone? Et qu'est-ce qui t'y amène? Bah ouais, on a la chance de plutôt bien jouer au golf, donc ouais, ça m'arrive. Ça m'arrive assez souvent, sur des périodes plus ou moins courtes. De temps en temps, c'est pendant 25 minutes sur un parcours, de temps en temps, c'est pendant 1 heure. Okay. Récemment, au mois de mai, au Danemark, je crois qu'à un moment, j'ai fait 8-3 d'affilée. Exact. Sur le parcours. Donc 8 trous, là où j'ai fait que 3 coups. Il y avait un par 5. Ouais, il y avait un par 5 là où j'avais fait que 3 coups aussi dedans. Il y avait 2 ou 3 par 3 et il y avait plein de par 4. Bon, là. Mais là, pendant peut-être du coup 2 heures, pendant 2 heures, comme on aime bien dire, je jouais aux fléchettes, tout se passait bien. Enfin là où il y a tout, il y a tout qui se. En fait, il y a tout qui se libère. Ouais. C'est vraiment de la libération. C'est tu perds ce côté perfectionniste, recherche d'excellence. C'est juste, tu vois, tu ressens, ça sort. Et tu arrives à le libérer. Et c'est ce pourquoi on s'entraîne, c'est pour essayer de favoriser au max justement cet état-là, qui ne peut pas se créer, mais tu peux essayer de créer les éléments qui vont donner une chance pour que ça sorte. Ok.
Parce que c'est le principe du truc, c'est que c'est une perte de contrôle totale. Exact. Donc tu peux pas contrôler la perte de contrôle. C'est vrai. C'est vrai que j'ai posé la question, il y a peut-être des gens qui connaissent pas l'esprit d'être dans la zone. Ouais, il y en a qui utilisent la zone, le flow, mais c'est vraiment un état de libération, là où peu importe ce que vous faites, même ceux qui, par exemple, tu peux avoir un écrivain. Exact. Un écrivain, il est face à une page blanche, bah, il n'est pas dans le flow. Par contre, dès qu'il pose le crayon et qu'il s'arrête jamais, C'est ça. et que 2 heures après, il se rend compte qu'il a fini, enfin qu'il a pas lâché le crayon, Ah, il t'a pondu 50 pages. tu vois, c'est qu'il a libéré et c'est sorti. Ton plus beau souvenir avec un fan ou avec un jeune joueur? Tu peux dire cette interview, ça me ferait très plaisir. Non, moi j'avais su, c'était il y a un moment, c'est 2016, je me souviens très bien de là où c'était un Irish Open, un mercredi, là où un gamin de 8-9 ans, je dis un mercredi parce que c'était pas pendant le tournoi, parce que les tournois commencent le jeudi, et c'était pas pendant le tournoi, et un gamin de 8 ans, donc qui je pense était irlandais, c'était quelques minutes à peine après que Rory soit arrivé au practice, donc tout le monde était au practice pour voir Rory, et quand j'étais passé à côté de lui, il m'avait appelé par mon prénom, et il m'avait demandé une balle. Et je trouvais qu'après que Rory soit passé, déjà qu'il sache qui je suis, alors que moi je venais juste de monter sur le Challenge Tour. Alors ouais, j'avais pas mal joué déjà depuis le début de l'année sur le Tour européen, mais je trouvais que le gamin de 8 ans, irlandais, me demande à moi, français, pas une star du tout, après que Rory soit passé en mode Sébastien, can I have a ball? Je trouvais, ce gamin, je sais pas du tout qui il est, ce qu'il est devenu ou quoi que ce soit, mais je trouve c'est vraiment un moment qui m'avait beaucoup touché. Je comprends. Je trouvais ça assez sympa parce que c'est un des trucs qui, moi, m'a toujours fait vibrer dans ce métier, c'est potentiellement le regard des gamins. Transmettre le savoir. Ouais, ça commence. Avant, pas du tout. Mais transmettre le savoir, mais juste transmettre l'énergie, en fait. Les gamins, ils te donnent beaucoup. Ouais. Et donc, du coup, eux, en fait, des gamins, ils se rendent pas compte de si t'es Rory McIlroy ou Sébastien Haut ou encore un peu en dessous ou au-dessus. Enfin, eux, t'es professionnels de golf, ça les fait rêver, quoi. Ouais, je confirme, ouais. Donc pouvoir leur donner un peu de ce que toi t'aurais aimé, tu vois, nous il y avait personne à l'époque, donc des professionnels de golf, moi j'en côtoyais pas. Donc j'avais un immense respect pour les professionnels de golf. Donc pouvoir avoir, tu vois, des contacts comme ça avec les gamins et tout, je trouve ça trop cool. C'est une belle réponse, hein. Ouais, pas mal. Franchement, c'est une belle Pas réponse. très tac au tac. Mais Ouais, franchement, t'as vu, moi je suis comme un jukebox, tu mets une pièce dedans et... Mais c'est ce qu'on veut. C'est bien ce qu'on veut. Un peu dans le même thème, quand tu repenses à l'enfant que tu étais, club en main, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Ouais, bonne question. Ça, je sais que ça va te travailler. Bonne question. Je dirais n'oublie jamais que c'est un jeu. Donc garde ta spontanéité et mets toujours ta passion du jeu en avant. Il n'y a rien qui m'énerve plus que de voir des gamins de 10 ans à être en train de formater en général par leurs parents, très souvent leurs parents masculins. Le gamin, il a 10 ans, même s'il joue bien, Laisse-le jouer. c'est un jeu, il a 10 ans, ça va bien se passer. Si ça se trouve, dans 4 ans, justement, en ayant voulu l'emmener au plus haut niveau, dans 4 ans, il n'en a plus rien à faire du golf. Donc la première, ça serait ça. C'est-à-dire, n'oublie jamais toute ta vie que c'est un jeu, et répète-le toi tous les jours, pour garder cette passion et cette spontanéité et cette fraîcheur qu'ont les gamins. Tu t'entraîneras jamais assez dur, même si Dieu sait que je me suis beaucoup entraîné dans ma vie. Mais je lui dirais ça à ce gamin, Seb, même si je trouve qu'il a pas beaucoup lâché ça encore à 35 ans. Mais du coup, je lui dirais, t'es plutôt fait pour t'entraîner beaucoup, continue. Ça serait pas genre change, ça serait continue à t'entraîner dur. Et la troisième, c'est n'oublie pas que ce qui fait ton identité et ce qui fait que tu as le niveau de jeu que tu as, c'est tes points forts, pas tes points faibles. Donc même si à l'école, on me dit tout le temps c'est pas bien, il faut que tu travailles tes maths. Tu vois, tu as 8, mais on s'en fout, tu as 16 en français. Tu vois, de 16, ton 8 en maths, tu vas jamais le changer en 15. Tu as du mal, surtout si tu bosses. C'est vrai. Tu vois, si tu bosses pas, oui, là tu peux... Mais si tu bosses, tu peux passer ta life à bosser tes maths et à avoir 9. Bon, ça sert à quoi de bosser comme un âne pour gagner 1 point? Maintiens ta force et rends-la plus forte encore. Et ton point faible, ça sera toujours ton point faible. Tu ne seras jamais un cas d'ordre de ton point faible. Ok. Donc repose-toi sur tes points forts aussi. Donc travaille encore plus, sois exigeant. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps, donc je le prends. C'est pas de moi, mais sois exigeant sur tes points forts et indulgent sur tes points faibles. C'est pas de moi. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Edgar Gros-Piron, ancien champion. Enfin non, on n'est pas jamais ancien, on est champion olympique à vie, donc champion olympique de ski de boss.
Bon, bah, s'il tombe sur cette vidéo, Ouais, Edgar, si tu tombes sur cette vidéo, ton bouquin, j'ai beaucoup aimé. ça lui fera plaisir. Tu peux nous parler d'un tournoi où tu as plus appris en perdant qu'en gagnant? Ouais, c'est tellement facile. Carte européenne 2014. Donc les cartes européennes, c'est un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fin d'année, c'est un peu comme des espèces de sessions de rattrapage des partiels. Donc pour les joueurs qui avaient des gros statuts de jeu sur une année N, bah, à la fin de cette année N, ils peuvent se sauver les miches justement par ces cartes européennes, qui est une assez longue épreuve parce qu'elle se joue en 3 étapes. Ça c'est pour les petits poussets, mais qui sont quand même tous professionnels de golf, donc c'est quand même des très bons joueurs aussi. On est bien d'accord. Et là où il faut se qualifier pour arriver à la finale. Et à la finale des cartes européennes, c'est sur 6 jours, c'est pas sur 4 jours. Le cut, il est au bout de 4, pas au bout de 6. Et moi, cette année-là, je jouais le circuit asiatique et je voulais vraiment essayer de revenir jouer en Europe. Et donc, il faut faire le cut des 4 premiers jours. Donc, il y a 180 joueurs ou 156 joueurs, je ne sais plus trop exactement, dans ces eaux-là, entre 150 et 180 joueurs. Il faut faire dans les 70 premiers après 4 jours pour avoir une pleine catégorie de jeu pour l'année N+1 sur la 2e division européenne. Et si tu finis même dans les 25 premiers après 6 jours, tu chopes le droit de jeu sur le tour européen. Okay. Et moi, je finis très mal le 72e trou, donc la fin de mon 4e jour. C'est ça, donc le dernier trou. Le dernier trou à jouer. Donc vu que tu as expliqué dans une précédente vidéo, j'ai part pour passer et je fais bogey, et vraiment un bogey à la con. Vraiment un bogey à la con. Avec quasi 0 chance de me qualifier pour les 2 tours d'après, à 1 point près, sur 4 jours. Donc ce qui correspond peut-être à 280 coups, tapés en 4 jours. Et moi, à un coup, je suis en train de rater. Ça, mentalement, c'est dur. Donc j'ai passé l'après-midi à pleurer, dans une voiture, pensant que j'avais pas de taf pour l'année d'après. Un miracle s'est passé. Le vent a soufflé, les mecs qui étaient dans la même position que moi, ou juste un ou 2 coups de vent, bah ploup, il y en a plein qui ont fait pas terrible sur les trous qui restaient aussi. J'ai fini par passer. Je fais le meilleur score du 5e tour, donc je me positionne juste 1 point en dehors du top 25, donc pour le tour européen. Je fais une bonne journée jusqu'au 15, je suis 8e du tournoi, et je fais bogey 16, 17, 18, en ratant un putt d'1m20 au 18 pour par, pour rater d'1 point le tour européen. Donc là, c'est parti pour l'après-midi, pour pleurer toute l'après-midi. Et justement, Benoît, qui était avec moi et qui avait tout vu des 6 tours qui étaient avec moi, et qui m'avait dit, si on est bon, on est de très loin les 2 qui vont le plus apprendre de cette épreuve, parce que c'est sûr que tu es le seul mec qui a pleuré 2 fois cette semaine. Parce que tu es le seul qui a pleuré pour rater le cut, et qui l'a fait, finalement. Mais tu es le seul qui, dans les mecs qui ont fait le cut sur la marque, était sur le tour européen, 2 jours après. Tu y étais. Et il me disait, c'est comme si tu avais mis le badge, parce qu'on a des petits badges qu'on met à la ceinture, là, des espèces de money clips, qu'on met comme ça. Il m'avait dit, le badge, on te l'a donné au 15, gagne du 15, quand tu fais birdie 15, t'es 9e du tournoi. Tu l'as mis sur la ceinture, sauf qu'il y avait une bouche d'égout, il tombe, il est dans la bouche d'égout, quoi. Il se souvenait même pas de cette image. Qui, moi, m'a fait rire, pas le jour même. Non, mais des années après. Ouais, parce que toi, tu crois que ça se trouve, c'était ta seule chance d'accomplir ton rêve, de jouer le tour européen. Ça se trouve, tu te dis, ça m'arrivera jamais, en fait, d'avoir une chance de... Et rapidement, il m'avait dit, tu verras, donc si on est bon, on va pouvoir beaucoup capitaliser là-dessus. Peut-être que faire une année sur le Challenge Tour, ça sera une très bonne idée. Enfin, ça sera une très bonne idée. Non, pas une bonne idée, mais que ça sera une très bonne opportunité de construire et compagnie. Et j'avais fait une année exceptionnelle sur le Challenge Tour qui m'avait fait monter sur le Tour européen en finissant 2e du classement. Et c'est vrai que j'étais du coup arrivé en 2016 beaucoup plus fort sur le Tour européen que si j'avais eu la carte fin 2014 pour la saison 2015. Donc c'était un super échec tourné en victoire après, en accomplissement. Ouais. Okay. Très bonne réponse. Ah ouais, bah là, celle-ci a été assez facile. Pour le coup. Là, quand tu as vécu ça, je peux te dire, Oui, ça j'imagine. Je pense que ça a été mes premiers cheveux blancs sur cette épreuve-là. Il y a 10 ans? Non, c'était plus vieux. Les premiers cheveux blancs. Non, ça va. Bon, là, on va rentrer dans un truc plus profond. Enfin, plus profond. Peut-être pas pour toi, tu vas me dire comment tu le ressens, mais... Est-ce que tu as déjà pensé à tout arrêter? Et si oui, qu'est-ce qui t'a retenu? Alors ça, c'est une phrase de Max Homa, que j'aime beaucoup et qui tous les golfeurs... Max Homa, il faut préciser qui c'est. Max Homa a été au mieux numéro 5 mondial. Exact. Joueur américain. Joueur américain qui a connu beaucoup de hauts et bas dans sa carrière, qui a mis du temps avant d'exploser, mais qui, quand il a explosé, 5e mondial, quand même pas mal. Ça joue au golf, quoi. Ouais, ça joue pas mal au golf. Et qui avait dit, au golf, t'es à un swing de penser que tu peux gagner le Masters et à un swing de penser qu'il faut tout arrêter.
Donc juste de ton meilleur coup, tu te dis mais t'es le meilleur golfeur du monde, et ton moins bon coup. Et ce qui est drôle, c'est que c'est à tous les niveaux pareil. C'est que c'est le seul sport là où quelqu'un d'un niveau très moyen peut taper un coup, là où même un des meilleurs joueurs du monde, tu lui donnerais 10 chances et il n'y arrive pas. C'est ça assez drôle. Ça existe dans aucun autre sport. Ouais, c'est assez vrai. Parce que, je sais pas, il y en a un qui va te dire, bah si, prendre le triple 20 aux fléchettes, va pas y arriver. Ouais, mais avant de faire 3 fois triple 20, comme font les meilleurs joueurs du monde, Exact. bah, le mec moyen, il n'y arrive pas le triple 20. Impossible. Enfin bon, bref. Donc ta réponse est oui. Donc ma réponse, c'est oui. Encore plus après autant d'années de golf. Tu vois, je suis loin d'avoir coché toutes les cases que je voudrais cocher, sauf que maintenant j'ai 35 ans, j'en ai plus 20 quand je m'étais mis des cases à cocher. Donc de temps en temps, tu te dis aussi un peu à quoi bon. Vu que justement les rêves de gamin, bah, tu sais qu'il y en a certains qui, il faut un moment, c'est bien d'avoir des rêves, mais à un moment, il faut aussi être pragmatique. Quand t'es gamin, tu rêves d'être numéro 1 mondial. Bon, bah, avant que sur 2 années, vu que le classement mondial c'est sur 2 ans glissants, avant que sur 2 ans tu battes tous les mecs qui sont dans le top 5 mondial en ce moment, bah, il faut quand même aussi être un peu pragmatique. J'aurais peut-être mieux joué au golf sur ces 20 dernières années si j'avais le potentiel pour être numéro 1 mondial. Pourtant, quand t'es gamin, tu penses qu'à ça. Donc, un majeur, t'as que 4 jours à bien jouer. Donc, beaucoup plus facile de battre les mecs sur 4 jours Tout à fait. que sur 2 ans. On est bien d'accord. Donc ton rêve ultime, gamin, c'était d'être numéro 1 mondial? Bah, numéro 1 mondial, gagner des majeurs, jouer des Ryder Cup, du coup les gagner. Mais si t'es gamin, que tu passes pro, que t'as pas ces rêves, bah, change de métier direct. Oui. Tu vois, change de métier direct. C'est bien vrai. Mais ouais, tu penses à tout arrêter, plein de fois, même jeune. Parce que ce jeu, c'est surtout de la passion. C'est de la passion, donc quand tu es dans de la passion, de temps en temps, c'est toxique. C'est-à-dire que quand tu joues très 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 bien, tu vois pas de limite. Et puis bah, quand tu joues pas très bien, et puis bah, le problème c'est que tu joues contre 155 autres mecs, tu joues pas contre un mec. Ouais. Tu vois, quand face à face au tennis, là où même de temps en temps en faisant un mauvais match, tu t'en sors. Là tu joues contre 155 mecs tout le temps. Et pendant 4 jours. Et pendant 4 jours. Donc sur 155 mecs tout le temps pendant 4 jours, bah si t'es pas au niveau, t'es pas au niveau. Hein. Ouais. Donc tu vas prendre gifle, semaine d'après gifle, semaine d'après gifle, après tu te mets à mieux jouer, sauf que tu as manqué d'humilité, c'est le golf qui te met une gifle, parce que les dieux du golf, ils t'attendent toujours pour te coller une gifle. Donc tu prends beaucoup de gifles. Donc ouais, il y a des périodes là où, bah, comme n'importe quel être humain, bah, il y a des moments où t'en peux plus. Et puis tu y retournes parce que t'aimes trop ça en fait, parce que c'est une drogue. Parfait, le cut il sera ici, sur cette phrase-là. Si tu devais revivre une journée de ta carrière, ça serait laquelle? Une journée de ma carrière que j'aimerais revivre. On va changer par rapport à l'épisode sud-africain dont j'avais parlé. Vas-y. Je dirais un des jours les plus fous que j'ai joué, c'était sur une avant-dernière partie. Donc ça veut dire que je crois que j'étais 2e ex-aequo, 2 ou 3e ex-aequo après 2 jours à Wentworth, donc le plus gros tournoi de l'année sur le tour européen, qui s'appelle le BMW PGA Championship. Et là où je jouais donc en avant-dernière partie avec Tommy Fleetwood, que je connaissais déjà un peu. Mais c'était sur le plus gros tournoi de l'année. Wentworth, c'est le siège du Tour européen. Il y avait un monde démentiel sur le parcours. Tout le monde était pour Tommy. Il y avait Rory dans la partie derrière. Donc il y avait beaucoup de monde. Les trous, c'était des stades de foot tellement il y avait en fait des gens, des rangées et des rangées de personnes qui suivaient. Et ça, niveau gestion de pression. Tu vois, au 1, je pensais que j'allais la rater, la balle. C'était ma question d'après. Au 1, je pensais que j'allais la rater, la balle. Et je me souviens encore être devant la balle comme ça, ne pas entendre un bruit, parce que public anglais très respectueux. J'avais envie de dire à tout le monde, les gars, continuez, buvez un café, prenez une bière, enfin... Ne regardez pas, quoi. Ouais, regardez pas, faites votre truc, tu vois, tranquille. Bien sûr. Plusieurs centaines, voire peut-être quelques milliers de personnes sur le trou, enfin, t'as envie de dire, faites votre vie, les gars, je sais pas, ouais, barrez-vous, allez à la buvette. Et j'étais devant la balle et je me disais, la rate pas, mec. La rate pas, parce qu'en plus, t'as la télé, en l'occurrence là, du coup, je sais pas combien de millions de personnes qui regardent à ce moment-là. T'as envie de dire, mec, c'est pas le moment de passer pour un con, quand même. Ouais, d'accord. Et puis on jouait avec Tommy, qui était peut-être 10e mondial à ce moment-là, qui avait gagné le classement européen l'année d'avant, qui était peut-être en tête du classement européen cette année-là. Enfin, et puis c'est un grand nom du golf, même si je le connais depuis longtemps, peu, mais depuis longtemps. Et ça, je pense que j'aimerais bien la revivre. C'était vraiment chouette comme journée. Et donc tu te souviens du shot que tu as tapé au 1? Ouais, je tapais un coup de bois 3, pas ouf. Un peu à droite. Franchement, elle était en vie. On allait la retrouver. Bien sûr. Tout va bien, mission accomplie. T'as touché la balle. Ouais. Parfait. Ouais, parce que sous haute pression, on a tous aussi, de temps en temps, le touche là, quoi. Ah oui. Et moi, tu sais que là, c'est n'importe quand, là. C'est départ du 1 maintenant, là. Question courte, réponse courte.
s'il te plaît. Quel est ton tournoi préféré dans le monde? Et pas uniquement pour le parcours. Leopard Creek, Alfred O'Neill Championship en Afrique du Sud. Le tournoi dont je parlais tout à l'heure. Leopard Creek, c'est au bord de la réserve du Kruger Park, en Afrique du Sud. Donc tu as des animaux de temps en temps sur le parcours, tu as des vues ahurissantes. Donc je mettrais le O'Neill Championship. Si ta carrière devait s'arrêter demain, qu'est-ce que tu aurais envie qu'on retienne de ton aventure? Ou alors qu'est-ce que tu aurais envie de raconter? Pas facile comme question. Que j'ai essayé de faire de mon mieux? Que tu as essayé de faire de ton mieux? Que j'ai essayé de faire de mon mieux, avec les connaissances que j'avais dans chaque moment de ma carrière, que si je devais revenir en arrière, je ferais des choses différemment, mais qu'avec avec ce que je sais aujourd'hui, j'ai essayé de faire de mon mieux. Est-ce que tu as un rêve ou une passion, en dehors du golf, que personne ne connaît? J'aime le sport. J'aime le sport, les copains, et nous, en fait, dans notre vie, on a une passion pour les moments de vie. Pour les moments de vie, en fait, on va dire que les gens normaux font. Des week-ends entre copains, des dimanches là où tu fais, tu fais pas forcément attention à ce que tu bouffes, à ce que tu bois, en fait, les moments de vie relativement classiques pour pas mal de personnes, nous, c'est des moments exceptionnels. Donc moi, j'aime beaucoup les copains. Donc t'es un épicurien, quoi. Ouais, parce que je vois pas assez mes potes et je vois pas assez mes potes et mes proches. Donc ouais, je dirais les moments de vie. Ok. Si tu pouvais changer une chose dans le monde du golf, ça serait quoi? Sur tous les thèmes que tu veux, tous les aspects. Tout le matériel. Tout le matériel. Je reviendrai très loin en arrière. Parce que pour moi, aujourd'hui, avec le matériel, là où les marques progressent énormément sur la balle, sur le matériel, il y a trop de golfeurs moyens qui sont capables d'être bons. Okay. Je parle à très haut niveau. Hein. Okay. Je parle pas moyen, on s'entend. Mais il n'y a plus assez de place à la créativité, il n'y a plus de joueurs comme... Là, il y a plein de noms, même de golfeurs qui vont... pas bien si vous ne savez pas qui c'est, mais il n'y a plus de joueurs comme Lee Trevino, comme... Tu parles à des adeptes, là. Ah ouais, là, je parle... Mais on parle de swing ultra atypique. C'est ça. Il faut être golfeur pour connaître la personne. Donc Lee Trevino, golfeur américain, avec un swing très atypique, qui jouait des grandes balles avec beaucoup d'effets de gauche à droite. La balle elle tournait beaucoup plus sur elle-même avant, donc elle prenait beaucoup plus d'effets latéraux. Les clubs étaient beaucoup plus difficiles à jouer. Je reviendrai beaucoup... quelqu'un comme Ballesteros aussi, la créativité. Et je trouve qu'aujourd'hui, le golf, il s'est aseptisé en fait par le matériel qui est pas bon, par toute la préparation mentale elle est dans... Il faut jamais montrer ses émotions à l'adversaire et compagnie. Et qu'il n'y a plus assez d'authenticité dans ce jeu à très haut niveau. Donc moi, je reviendrai très en arrière avec des clubs beaucoup moins maniables, avec moins de clubs dans le sac. Pour en fait aller même du jeu. Pour en fait qu'on ait des joueurs de golf et pas juste des machines qui tapent bien la balle parce que le matériel leur permet. Okay. Donc je reviendrai très en arrière. On est en 2025, je reviendrai au minimum 30-40 ans en arrière sur le matos. Wow. En laissant accès à tous les amateurs, à tout le matériel qu'ils veulent. Le plus tolérant qu'ils veulent, tout ce que tu veux. Okay. Et après, ceux qui veulent absolument jouer avec le même matériel que les pros, jouent avec le même matériel que les pros. Si tu pouvais donner un seul conseil à un amateur qui regarde la vidéo, tu dirais quoi? Un seul. Ça rejoint une question un peu plus tôt. Tu pourrais dire effectivement, c'est qu'un jeu, penser au fait que c'est encore une fois qu'un jeu. Ouais, mais on l'a déjà dit. C'est pour ça que je t'embête. Si je devais donner qu'un seul conseil, en fait je dirais entraînez-vous. Les gens ils se plaignent de pas bien jouer, mais ils s'entraînent jamais. Ouais mais je putte pas bien. Ouais mais tu puttes jamais. Ouais mais je chip pas bien. Ouais mais tu chips jamais. C'est vrai. Et puis en plus de ça, ils demandent pas l'avis à un expert, ils demandent à leur pote qui connaît rien. C'est bien vrai. C'est bien vrai. Hein. Allez, petite question bonus. Je vais t'en demander 3. Même pas, je t'en demande 2. La première, elle est plutôt facile pour toi. Ton meilleur ami sur le tour? Mon meilleur ami sur le tour? Il faut pas que j'en vexe. Non. Elle est facile. Non, pas du tout. Je sais pas si c'est mon meilleur ami, mais on a une relation très très particulière, avec une grosse différence d'âge, pourtant. Mais je vais dire Tom Vaillant. Ok. D'ailleurs, Tom qu'on essaiera d'avoir un de ces 4. Côté grand frère, petit frère, très sain. Allez, dernière question. Ton top 5 all-time dans le golf? Alors, Tiger, Ballesteros. On peut pas ne pas mettre Jack Nicklaus. Okay. Même si j'ai pas vu tant d'images que ça de lui, on peut pas ne pas le mettre. Ben Hogan. Et le 5, le problème c'est que j'en ai beaucoup qui me viennent à l'esprit en fait. Et le 5, le 5, j'aime trop Rory pour pas le mettre. Parfait. On aurait pu mettre Bobby Jones, tu vois, enfin... C'est vrai. Mais bon, c'est moins palpable, c'est une autre époque, bref. Rory c'est bien. En fait, je pensais que t'allais mettre Rory. Ouais, mais... Avec ce qui s'est passé cette année en plus. Ouais, mais parce que c'est notre contemporain. Exact. Et moi, il a le même âge que moi.
On est de la même année, donc tu vois, c'est difficile de... Je trouve que tu peux avoir de temps en temps moins d'admiration pour un mec qui a le même âge que toi. C'est pas pareil. Question un peu différente. C'est qui pour toi le plus grand athlète de tous les temps? Pour moi, il faut arrêter de comparer. Moi, je pense qu'il y a juste des générations, là où il y a les meilleurs de leur génération. Mais forcément, moi, je suis parti pris. Donc, moi, je pense que ce que Tiger a fait tout au long de sa carrière, c'est imbattable. Mais quelqu'un qui est dans le sport auto, il va te dire que ce qu'a fait Schumacher, c'était incroyable parce qu'il a été champion du monde. D'abord, c'est Benetton, qui n'était pas du tout la meilleure bagnole du circuit. C'est comme si quelqu'un était champion du monde sur une Haas. En ce moment, en F1. Exact. Ou peut-être un peu mieux que Haas quand même, j'exagère un peu. Mais... Donc ça, les gens l'oublient qu'au début, voilà, c'était ça. Et que c'est lui qui a remis Ferrari à son niveau. Ensuite, Jordan, les gens parlent beaucoup de Michael Jordan. Mais les gens parlent beaucoup aussi maintenant de LeBron James. Enfin, il y a des générations. Dans le tennis, tout le monde se bat. Federer, Djokovic, Nadal. Mais ils ont tous apporté un truc extraordinaire, en fait. Donc tu peux que dire merci d'avoir vécu une génération pareille. Okay. Et on pensait que ça jouerait jamais aussi bien. Et pourtant, quand tu vois Alcaraz Sinner, tu fais genre, putain, mais ça joue. Et puis ensuite, dans le sport féminin, il y a des athlètes qui ont marqué aussi l'histoire de leur sport. Pourquoi est-ce qu'elles ne seraient pas plus respectables, enfin moins respectables que certains mecs, enfin, donc tu peux pas avoir de bah c'est lui, c'est sûr. Moi, mon parti pris, bah, c'est Tiger. C'est Tiger, parce qu'en plus, il a eu des yo-yo dans sa carrière, des blessures, il est revenu. Il y en a qui disent ouais, mais Jordan, il est revenu. Ouais, mais Jordan, c'était un choix. Enfin, Jordan a dit que ce qu'a fait Tiger au Masters 2019, c'était le plus grand accomplissement sportif jamais réalisé. Bon, si Jordan le dit, tu peux peut-être te dire tiens, pourquoi pas. Mais Jordan est un fan de golf. C'est vrai. Donc il est peut-être parti pris aussi, enfin, tu vois. Il est moins objectif, pardon. Ouais, donc c'est toujours très subjectif. Ok. Je répondrai à Tiger quand même. Tiger quand même. Allez, ça marche. Bon, merci Seb. Bah, avec plaisir. Merci beaucoup. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo durera, je ne sais pas en combien de parties on l'aura fait, mais j'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que ça vous aura plu. Seb était la première personne invitée. Je ne sais pas qui on aura par la suite. Est-ce que d'ailleurs tu as des idées de qui on pourrait inviter? Ah bah, j'ai dit Tom, il faut que je t'envoie Tom. Tom? Il faut qu'on trouve une manière que Tom vienne là. Bon, bah Tom, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Seb qui l'a dit, donc on verra. En plus, ça le fait chier ce genre de truc, donc... Ouais, il aime pas. Non, c'est qu'il aime pas parler. C'est vrai, il aime pas parler? Ouais. Bon bah très bien. Il faudra que tu le mettes à l'aise. Il faudra que je sois là derrière la caméra pour faire des mimiques. C'est probable. Ouais, on va essayer. Je vais essayer de t'emmener Tom. Et bah Tom, soit tu montes à Lyon, soit on vient te voir dans le sud, mais on se débrouillera. Ouais.